comme tous les autres, je vais dire merci Sylvie. Non, je suis très, ça me fait très plaisir d'être ici parmi vous et de présenter mes recherches que j'effectue à l'EPHE depuis plus de 20 ans, c'est pas tout jeune. Et je suis dans la lignée de Fraisse, c'est-à-dire que j'étudie le temps. Et donc, je suis venue au rythme par le temps. Et savoir quand l'enfant doit faire ses actions, pendant combien de temps, à quel moment, tout ça, c'est des questions que l'on s'est posées et donc que je me pose encore. Et alors, il y a énormément de modèles qui sont faits sur l'horloge interne. Mais cette horloge interne, elle n'a pas vraiment trouvé de connexion, enfin, du point de vue des études neuroimagerie. Alors, de ce point de vue-là, on a vu que c'était les mêmes aires qui étaient activées en perception et en production, donc perception de durée et production de durée. Il y avait le lobe frontal avec l'aire motrice supplémentaire, il y a le cervelet et il y a les ganglions de la base. Alors, le cervelet serait plus activé pour des durées courtes, inférieures à 1 seconde, de la milliseconde à 1 seconde, et les ganglions de la base, eux, seraient plus activés pour des durées longues, de la seconde à la minute. Alors, quand on étudie les durées courtes, ce qui est mon cas, donc on va se passer sur inférieur à 1 seconde 5 pour parler donc de Fraisse. Inférieur à 1 seconde 5, il parlait de perception de durée et au-delà de 1 seconde 5, il parlait d'estimation de durée. Pour lui, ce sont deux processus temporels différents parce que dans le deuxième, il a fait plus intervenir de la mémoire, de l'attention et toutes ces choses cognitives qui interviennent un petit peu moins dans la perception de durée. Donc l'outil privilégié pour les durées courtes, c'est le tempo auditif, c'est quand on entend un son régulier qui arrive à intervalles réguliers. Alors pourquoi? Parce que plusieurs intervalles sont mieux discriminés qu'un seul, donc il y a des traitements temporels qui sont plus fins, parce que les intervalles vides entre deux sons brefs sont mieux perçus qu'un intervalle plein. Et parce que pour les durées courtes, la modalité auditive est performante plus que la modalité visuelle. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de modèles et celui vers lequel on est le plus à même, qui nous plaît le plus, c'est la théorie des systèmes dynamiques parce qu'en fait, ils partent du tempo de chacun. C'est-à-dire qu'ils partent du principe que chacun a une horloge interne, on va dire ça comme ça, et qu'ils appellent une période de référence, c'est-à-dire un tempo quand on demande au sujet donc, de taper à un rythme qui lui est le plus régulier et le plus spontané possible. Et ça, c'est la tâche de tempo moteur spontané. C'est une tâche de production d'une tâche motrice que Fraisse a énormément utilisée et étudiée. Et cette période de référence-là, qui est mise en évidence donc, par le tempo moteur spontané, c'est le moment, c'est l'endroit, la période où on sera le plus fin dans nos traitements et dans nos synchronisations. Et puis, du point de vue perceptif, c'est pareil. Quand on demande de discriminer deux tempos auditifs, eh ben, on va être le plus performant à cette période de référence. Et cette période de référence, alors dans la littérature, il est dit qu'il y avait un ralentissement de la période de référence avec l'âge. Elle est aux alentours de 600 millisecondes chez les adultes, 750 chez les adultes âgés, entre 400 et 500 chez les enfants à partir de 4 ans. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y aurait le passage d'un oscillateur à plusieurs oscillateurs. Ça, c'est la théorie des systèmes dynamiques qui parle de ça. Dans d'autres études, c'est des accumulateurs. Mais bon, c'est un peu le même principe, dirons-nous. Et la gamme de tempi accessibles, en fait, augmenterait avec l'âge. C'est-à-dire que pour certains auteurs, en fait, ce ne serait pas vraiment le tempo qui ralentirait, mais plus la gamme de tempi accessible qui augmenterait avec l'âge. Et donc, un adulte, il peut taper à 600 millisecondes, mais on peut trouver des adultes qui tapent à 300 et d'autres qui tapent à 800. Alors qu'un enfant, il va taper aux alentours de 400, entre 400 et 500, mais on ne trouvera jamais d'enfants qui vont taper beaucoup plus rapidement ou beaucoup plus lentement. Donc cette variabilité interindividuelle qui va donc augmenter avec l'âge, et puis il va y avoir la variabilité intra-individuelle qui, elle, va diminuer avec l'âge. Un enfant va être moins bien régulier, donc va avoir plus une variabilité intra-individuelle qui va donc être importante chez l'enfant.
Donc, ce que je vous ai dit, là, la distinction entre 1,5, c'est la distinction de Fraisse entre perception et puis estimation. Nous, j'ai centré mes recherches donc essentiellement sur la perception temporelle. Donc, si on regarde dans la littérature les périodes de référence, on se rend compte donc qu'il y a, on ne voit pas vraiment de ralentissement de la période de référence avec l'âge. Par contre, elle est entre 400 et 500 millisecondes, quel que soit l'âge de l'enfant. Par contre, on voit un gros trou avant 4 ans, et c'est ce trou-là qu'on va essayer de combler depuis 20 ans, que j'essaie de combler depuis 20 ans. Donc les questions théoriques, est-ce que le tempo moteur spontané, est-ce que l'enfant a une période de référence? Donc est-ce que le tempo moteur spontané existe avant 4 ans? Est-ce que le traitement temporel donc, existe pendant la prime enfance? Est-ce qu'il est plus facile d'accélérer un comportement rythmique que de le ralentir? On avait montré précédemment avec Viviane Potas et Anne-Yvonne Jacquet qui est ici, que c'était plus facile donc d'accélérer une activité temporelle que de la ralentir. Et donc, est-ce que la période de référence peut-elle être modifiée par les stimulations auditives? C'est-à-dire, est-ce que les stimulations rythmiques auditives que l'enfant va écouter, est-ce qu'elles pourront changer cette période de référence? Donc, on est parti du nouveau-né pour arriver jusqu'à l'enfant de 4 ans, pour essayer de combler un peu ce trou-là. Et donc, chez le nouveau-né, quelle réponse choisir? Donc, on peut bien sûr choisir la réponse de la succion non nutritive parce que c'est une activité qui est rythmique et que l'on a vu précédemment que donc le nouveau-né pouvait diminuer mais pas augmenter la durée de ses pauses entre rafales de succion. Donc ça, ce sont des réglages temporels mais pas rythmiques. Le tempo moteur spontané de la succion est aux alentours de 450 millisecondes. Il y a aussi, on peut utiliser aussi la marche primitive ou marche automatique, qui est une activité aussi rythmique. Et on a vu précédemment donc, que la marche peut être modifiée par des stimulations visuelles. Et le tempo de la marche est aux alentours de 1400 millisecondes, donc il est plus lent. Et on peut aussi voir par rapport aux cris, pleurs ou vocalises, on peut les appeler comme on veut, qui est une activité rythmique aussi et qui a été longuement étudiée parce qu'elle serait les prémices des vocalises et donc du langage et de la communication. Donc pour la succion non nutritive, on a étudié, on a pris un groupe de nouveau-nés et un groupe de nourrissons de 2 mois. Et donc, on a enregistré l'activité de succion non nutritive, donc le tempo moteur spontané sans stimulation, donc le TMS, qu'on a écrit aussi SMT parce que spontaneous motor tempo. La phase de synchronisation, donc, où le bébé entend une stimulation auditive qui est donc calquée sur le TMS de sa succion, donc AS0, et ensuite qui est 15% soit plus rapide pour le groupe qui doit accélérer, soit plus lent pour le groupe qui doit décélérer. Et après cette phase de synchronisation, une autre phase de tempo moteur spontané pour voir si la stimulation a perturbé la période de référence. Ce que l'on obtient, c'est que la stimulation calquée sur le tempo moteur spontané de l'enfant a pour tendance à faire accélérer la succion, donc le bébé tète plus rapidement, et cela quel que soit le groupe de l'enfant. Ensuite, on observe que pour les groupes qui doivent accélérer le rythme de succion, ils accélèrent le rythme de succion. Pour le groupe qui doit décélérer, donc le nouveau-né, il n'y arrive pas du tout, mais seuls les nouveau-nés de 2 mois parviennent à décélérer, donc à ralentir leur rythme de succion par rapport à la stimulation qu'ils ont eue pendant la phase de synchronisation, donc, mais jamais par rapport à leur tempo moteur spontané à eux. Donc effectivement, il est plus difficile de ralentir un comportement rythmique que de l'accélérer. Du point de vue de la variabilité, on voit que les enfants de 2 mois ont une activité de succion plus variable que les nouveau-nés. Mais par contre, quand il faut accélérer le rythme de succion, alors la variabilité devient moins importante. Et du point de vue du pourcentage de succion synchronisée, c'est-à-dire le pourcentage de succion qui arrive juste avant le son ou pendant le son, donc là, il est joli ce graphique parce qu'on voit que les enfants de 2 mois ont un pourcentage de succion plus important que les enfants de nouveau-nés, mais également que quand il faut accélérer, le pourcentage de renforcement est plus important que quand il faut ralentir.
Donc ici, c'était pour la succion non nutritive. Donc après, on a pris avec la marche, donc la marche primitive. On voit ici donc des nouveau-nés. Et la stimulation rythmique, c'était un damier, c'était visuel et auditif, donc un damier qui flashait avec un son en même temps. Donc on avait pris les deux stimulations pour essayer de provoquer plus de rythme qu'une seule stimulation, soit visuelle, soit que auditive. Et donc il y avait 4 conditions, donc 3 conditions rythmiques. Alors celle qui était calquée sur le rythme de la marche, 15% plus rapide, 15% plus lent. Et là, une condition non rythmique où le son et le damier étaient en continu pendant 1 minute. Les résultats, on voit que donc il y a plus de mouvements de marche pendant les 3 conditions rythmiques que pendant la condition non rythmique, et ça c'est significatif. Et après, on a regardé au niveau des pas qu'il y avait, donc les mouvements de jambes en fonction des conditions, et on voit que le pourcentage de pas alternés est plus important dans la condition C3, donc c'est dans la condition la plus lente, que par rapport à toutes les autres conditions, et ça c'est significatif. Donc cette condition C3, on va essayer de s'en souvenir. Donc on ne savait pas au départ. Ce qu'on n'a pas pu faire dans cette recherche, c'est de regarder le tempo moteur spontané de l'enfant avant la phase de synchronisation. Donc ça, on n'a pas pu le faire ici. Alors maintenant, au niveau des sons, donc c'est là où on espère très fortement que ça va marcher. Donc voilà, non, ça n'a pas marché. Ça ne marche plus. Ça ne marche pas. Bon, c'est pas grave. Ça a marché tout à l'heure. Alors, on ne voit plus le curseur en fait. Plus le curseur. Ouais. Si, ça y est, il est là. Ouais. Alors, voilà. Ça va marcher. On n'a pas le son? Non. Si, attends, non, mais là, ça ne marche pas, regarde. Voilà, ça marche. Je vous fais la stimulation parce qu'il faut prêter l'oreille pour le bip. Voilà. Donc le premier bébé que j'ai pris, j'ai dit à la maman, c'est bizarre, votre bébé, on a l'impression qu'il pleure en rythme. Et elle m'a dit, je l'avais remarqué, mais je n'osais pas vous le dire. Et donc, on a fait des recherches après. Donc, on n'avait pas, au début, c'était juste pour les mouvements, hein, c'était pas pour les cris. Mais on a quand même regardé cette histoire de cris. Donc, et on s'est rendu compte donc qu'il y avait plus de cris dans les 3 conditions rythmiques que dans la condition non rythmique. Alors, moi, j'appelle ça cri, mais en fait, il faudrait peut-être mieux appeler ça vocalisation. Et donc, si on regarde le début du bip et le début de chaque cri, on a fait des calculs donc avec Pratt. On a regardé donc du point de vue de la période, si on voit la période ici du bip et la période des cris, on se rend compte, alors pour tout l'essai de 1 minute, ça ne marche pas partout, mais de temps en temps, et pour quelques bébés, on a l'impression qu'il y a une bonne, en tout cas, la période est la même. Alors après, il faut regarder du point de vue de la phase, c'est du point de vue de l'ajustement du cri au son. Donc si on représente l'intervalle interson sur une circonférence comme ça, on voit que le son pourrait être à chaque 0 ou 360 degrés et les cris de l'enfant, donc les vocalises, sont en rouge et donc là peuvent apparaître soit avant, soit après. Voilà. Et donc on calcule une statistique circulaire qui est le R de Rayleigh. Et ce qu'on se rend compte avec cette statistique, c'est qu'il y a plus de cris dans la condition donc 1700 millisecondes, donc la condition C3, que par rapport aux 2 autres. Ce qui était aussi le cas pour les pas alternés, les pas bien synchronisés, bien ensemble. Donc, ce que l'on peut dire pour les nouveau-nés, c'est comme pour la succion, les pas et les vocalisations sont influencés par les stimulations rythmiques. Donc, les stimulations rythmiques provoquent plus de pas et de vocalisation. Donc, il y a une adaptation de la période du comportement en contexte. Les nouveau-nés sont capables de vocaliser donc, en synchronie avec le tempo de la stimulation quand le tempo est proche de leur TMS.
Et la synchronisation à une stimulation externe existe donc dès la naissance et cette adaptation semble être possible seulement lorsque le tempo est proche de la période de référence. Alors j'avais marqué que le tempo était de 1500 à peu près dans la littérature, mais il a toujours été enregistré avant la tétée, alors que nous on a pris les bébés juste après. Donc peut-être que cette différence, il faudrait pouvoir faire un groupe avec un tempo moteur spontané au départ. Donc après, on est allé vers des enfants un peu plus grands, et donc tempo et perception. Donc ici, c'est une étude en perception. On a essayé de travailler sur la discrimination de tempo, donc avec des enfants de 3 et 4 ans, donc autour de 600 millisecondes. Donc la première séance, on a fait entendre des tempos très très différents aux enfants, et ils devaient taper donc soit sur le lièvre, soit sur la tortue. Et puis au fur et à mesure des séances, donc il y a eu 5 séances au total, et au fur et à mesure des séances, donc la différence est devenue de plus en plus fine, jusqu'à arriver à la 5e séance, où là on voit que les résultats montrent que c'est au hasard. Donc les enfants ici répondent au hasard, et le seuil de discrimination serait entre 10 et 20%. Et ils sont meilleurs à 4 ans qu'à 3 ans, et ça c'est différent significativement. Alors après, est-ce que si on les mettait proche de leur tempo moteur spontané, est-ce qu'ils auraient de meilleures performances? On a pris 600 parce que c'était la revue de la littérature. Donc du coup, on a fait une tâche de synchronisation motrice. Donc comme pour les enfants, on commence par enregistrer les frappes. Donc là, c'est des frappes spontanées. Donc il y a un plexiglas avec un ordinateur dessous et juste un petit capteur de pression. Et ça nous donne simplement, on n'a pas besoin de matériel sophistiqué, ça nous donne simplement le temps de la frappe. Et donc pendant une première tâche de tempo moteur spontané, l'enfant, à chaque fois qu'il tape, il entend le bruit d'un animal et il voit l'animal correspondant. Et ensuite, pendant la phase de synchronisation, il entend le bruit, et s'il tape au bon moment, il a l'image, et s'il ne tape pas au bon moment, il n'a pas l'image. Il y a 3 séances donc, de synchronisation, une séance à 400, le lendemain à 600, à 800, enfin c'est contrebalancé entre les sujets. Et ce qu'on peut se rendre compte, c'est que donc, leur tempo moteur spontané, je vous l'ai dit tout à l'heure, est aux alentours de 400 millisecondes, et en fait, ils ont pratiquement 100% de renforcement à 400 millisecondes, mais ils n'arrivent pas à décaler, et encore moins les 2 ans par rapport aux 4 ans. Et quand on voit le coefficient de variabilité, les frappes deviennent nettement plus variables quand les enfants ont 2 ans et quand ils doivent se synchroniser. Donc, on s'est dit qu'en partant du propre TMS de l'enfant, on avait peut-être des chances de voir une meilleure synchronisation. Donc, on enregistre le TMS de l'enfant, toujours avec le même matériel, et pour des enfants un peu plus jeunes, 1 an, 2 ans, 3 ans et 4 ans. Et donc, il va y avoir 2 séances. Une séance, hop là, excusez-moi, je n'ai pas appuyé sur le bon côté. Une séance donc d'accélération où les synchronisations deviennent de plus en plus rapides. Et il y a 11 essais au total. Et ensuite, on enregistre le TMS à l'arrivée pour voir où il se situe. Et une séance d'accélération, donc où le TMS devient, où la stimulation rythmique devient de plus en plus lente. Et on enregistre donc le TMS2 à la fin. Et les résultats, donc on voit que la médiane réduite, donc c'est un peu comme pour notre succion et pour nos bébés, dès qu'il y a une stimulation rythmique qui est calquée sur le propre tempo moteur spontané de l'enfant frappe plus rapidement, et ensuite quand il doit accélérer, les 3 ans y arrivent bien, les 1 an n'y arrivent pas et les 2 ans sont au milieu, et quand ils doivent décélérer, donc ralentir, à partir de 20%, on voit une différence significative avec le TMS 0, mais ils n'arrivent pas à ralentir par rapport à leur propre TMS à la base. Donc, encore là, plus difficile de ralentir que d'accélérer. Le coefficient de variabilité, on voit que les 1 an et 2 ans sont plus variables que les 3 ans, et ceci quand il faut accélérer ou quand il faut ralentir. Donc, le bilan de la synchronisation en partant du propre TMS de l'enfant, on voit une amélioration de la performance entre 1 an et 3 ans, une meilleure synchronisation quand l'enfant doit accélérer que quand il doit ralentir, une plus grande variabilité à 1 an qu'à 3 ans, et donc un changement de comportement à partir de 20%, ce qui voudrait bien dire qu'il y aurait bien ce seuil entre 10 et 20%, que cela soit en perceptif ou en moteur. Alors maintenant, on a voulu voir le rôle du cervelet dans les réglages temporels, donc puisqu'on a dit que le cervelet était impliqué pour des durées courtes.
Donc, le cervelet aurait un rôle de chronomètre, de production de mouvement, plus impliqué dans le moteur que dans le perceptif, pour des durées courtes, donc plus que pour des durées longues. Et donc, il aurait un rôle dans la variabilité de la frappe, dans la variabilité de l'intervalle entre la frappe et le son, donc dans l'ajustement de la frappe au son. Et il aurait plus un rôle donc, au moment de l'apprentissage des séquences et par rapport à après, une fois que les séquences sont apprises. Donc du coup, pour tester toutes ces hypothèses, on a mis au point 4 tâches, donc 2 tâches rythmiques, une en perceptive et une en motrice, donc discrimination et synchronisation, ça vous connaissez bien parce que je vous en ai déjà parlé, et des tâches temporelles, donc non rythmiques, qui sont la bisection temporelle en perceptif et puis la reproduction de durée en moteur. Et on a corrélé avec des tests de neuropsy parce que les enfants donc, venaient 2 fois pour nos tâches, mais ils étaient suivis par une neuropsychologue et donc on avait les informations pour les tests neuropsy. Évidemment, comme on a pris des enfants patients qui avaient le même âge que les enfants, des enfants contrôle qui étaient du même âge que les enfants patients, alors les enfants contrôle ont passé aussi les tests neuropsy. Donc pour les tâches de discrimination, c'est-à-dire les tâches perceptives, on voit que aussi bien des tâches de discrimination autour de 400 millisecondes, donc on faisait pareil, entendre des sons et l'enfant devait juste dire, là il tapait plus sur le lapin ou le lièvre ou la tortue, mais juste il disait si c'était pareil ou pas pareil. Et donc on voit que aussi bien autour de 400 qu'autour de 600, il n'y a pas de différence significative entre les groupes. Donc les tâches perceptives sont tout à fait comparables entre les patients et les enfants contrôle. Pour les tâches là, de bisection temporelle, donc je dis vite, c'est des tâches qui ont été faites soit pour des durées inférieures à 1 seconde, soit pour des durées entre 4 et 8 secondes. Donc on faisait apprendre à l'enfant les durées 0,5 et 1 seconde. Et ensuite, on lui faisait entendre d'autres durées et il devait dire si c'était une durée courte ou une durée longue. Et donc, on voit là aussi qu'il n'y a aucune différence entre les deux groupes. Donc, du point de vue perceptif, pas du tout de problème, le cervelet n'interviendrait pas du tout dans la perception des durées. Par contre, pour les tâches de synchronisation, donc là, vous connaissez bien maintenant la tâche, donc tempo moteur spontané de l'enfant. Ensuite, on lui fait une tâche de synchronisation avec 9 essais et plus ou moins, des rapides, des lents et en ordre aléatoire. Et ensuite, la tâche de tempo moteur spontané à la fin. Et on utilise aussi les statistiques circulaires. Alors là, j'ai pris 2 données, donc la donnée individuelle d'un enfant du groupe contrôle et donnée individuelle d'un enfant patient pour expliquer un petit peu, mais je voulais expliquer pour les nouveau-nés, donc là, je ne vous réexplique pas. Et juste comme il y avait des différences à chaque fois dans les essais, pour pouvoir comparer les enfants ensemble, on n'a pas pris le R de Riley, mais la dispersion du R. Donc, plus la valeur est grande et moins la frappe est ajustée. Donc, ce qu'on peut voir au niveau du tempo moteur spontané, donc, on voit que les enfants, les patients tapent plus lentement, mais en fait, ce n'est pas tellement qu'ils tapent plus lentement, mais c'est surtout qu'ils sont beaucoup plus variables que les enfants du groupe contrôle. Et ceci pour la tâche de tempo moteur spontané avant la phase de synchronisation. Après, on voit que les différences s'estompent. Et donc là, on a bien l'histoire du cervelet qui intervient dans l'apprentissage, mais une fois que c'est appris, il y a moins d'effets. Et puis l'ajustement de la frappe, alors là c'est pas au son puisque c'est pendant la phase de TMS qu'il n'a pas de son, mais c'est au tempo spontané et on voit que là, la médiane du tempo moteur spontané, on voit que les enfants patients sont moins bien ajustés. Alors si on prend maintenant la phase de synchronisation, on voit que quand les durées quand les tempos deviennent de plus en plus rapides, les enfants frappent de plus en plus vite et quand les tempos deviennent de plus en plus lents, les enfants frappent de plus en plus lentement, donc quel que soit le groupe, donc il y a un ajustement. Par contre, quand la tâche devient plus difficile, c'est-à-dire que quand c'est bien ralenti, les patients ont plus de mal à ralentir que les enfants du groupe contrôle et ça c'est différent significativement. Alors, du point de vue de la variabilité, quels que soient les essais, les patients sont plus variables que les enfants du groupe contrôle et ils sont effectivement moins bien ajustés aussi.
Alors après, on a pris la tâche de reproduction de durée qui est donc pas rythmique mais temporelle avec des sons courts et des sons longs. Donc l'enfant entendait un premier son et ensuite il entendait un deuxième son et il devait appuyer quand il jugeait que la durée était la même que le premier son. Et ce que l'on peut voir aussi, c'est que pour les durées courtes, il y a une surestimation pour les patients par rapport aux enfants du groupe contrôle, qu'il n'y a pas après pour les durées longues. Donc effectivement, il y aurait bien une dichotomie entre durée courte et durée longue pour le traitement par rapport au cervelet. Et la variabilité de la réponse de reproduction, elle est nettement plus variable pour les durées courtes, mais pas trop pour les durées longues. Alors pour les tests cognitifs, je vous ai mis ici les tests qui montraient une différence significative entre les deux groupes, entre le groupe de patients et le groupe de contrôle. Et ce qu'on voit ici, c'est que notre R de Rayleigh, notre indice que l'on a pris d'ajustement, est corrélé à beaucoup de tâches cognitives et notamment des tâches de dextérité manuelle. Le pegboard, c'est une tâche de dextérité manuelle. 1, c'est avec la main dominante et 2, c'est avec la main non dominante. Donc, le rôle du cervelet dans le traitement temporel, on peut voir que le cervelet intervient pour les tâches motrices et pas pour les tâches perceptives, qu'il y a une variabilité de la réponse motrice, qu'il y a une nouveauté de la tâche par rapport à quand c'est un apprentissage, le cervelet intervient moins bien une fois que la tâche est apprise. Donc, il a un rôle dans l'ajustement de la frappe au son. Quand c'est une tâche plus difficile, les patients ont plus de difficultés et le cervelet serait donc lié à la complexité de la tâche. Les lésions au cervelet affecteraient donc la variabilité temporelle, mais pas la fonction de chronométreur de temps, ce qu'on appelle le timekeeping. Donc, il serait plus impliqué dans les durées inférieures à 1 seconde que dans les durées supérieures à 1 seconde. Donc, ici, en guise de conclusion, je vous ai remis le tempo moteur spontané avec le trou qu'il y avait au début et qu'on a essayé de combler. Voilà. J'ai toujours peur d'en dire trop, donc... Je vous remercie de votre attention.